Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse en particulier aux étudiants en ornithologie, zoologie, biologie, traitement du signal, intéressés par mettre l'informatique au service de la biologie. Ça s'adresse aussi aux curieux de tous bords. Mon doctorat en biologie, traitement du signal automatisé, a consisté vulgairement à rendre mon ordinateur capable de reconnaître automatiquement des sons d'oiseaux, d'insectes et d'amphibiens. L'intitulé précis de ma thèse et ses références précises et son manuscrit, je vous les ai mises dans la description sous la vidéo si vous voulez y accéder en détail. Je voulais préciser ma position de spécialiste avant de vous proposer de maintenant découvrir qu'est-ce que la soustraction spectrale et comment elle peut nous être utile pour rendre nos ordinateurs capables de reconnaître à peu près tous les sons animaux du règne vivant. Et ça fait un paquet d'espèces en milieu terrestre, en milieu aérien, en milieu marin, en milieu dulsacuicole, etc., etc. Donc classiquement, que vous retrouverez dans la littérature de manière très abondante, au cours d'un protocole, les dispositifs d'enregistrement automatisés, par exemple chez Wildlife Acoustic, SM3+, SM2, SM2 BAT, ce que vous voulez. Bon, ça c'est un exemple de la firme Wildlife Acoustic. C'est très connu, c'est pas forcément ce que je vous recommande vu que c'est quand même propriétaire. Et donc, admettons qu'un naturaliste a mis ça dans un arbre, dans une forêt, pendant des mois et des mois, à raison de quelques minutes par nuit. Vous allez ensuite écrire des algorithmes, quel que soit le langage, R, MATLAB, Octave, Bash, Python, pour tenter d'analyser automatiquement tous ces enregistrements sonores, je dirais qu'ils seront généralement au format WAVE. Donc, vous allez écrire des scripts qui, dans un premier temps, chargent vos fichiers WAVE. Et ensuite, vous allez avoir donc un vecteur, enfin une grande suite de chiffres entre 0 et 1, ou plutôt entre 1 et moins 1. C'est le signal brut. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est pas très entendable, compréhensible pour un humain qui cherche justement à bidouiller. Donc, l'inconvénient, c'est que le signal brut, on peut pas beaucoup pousser très loin de l'analyse. On peut quand même visualiser des choses quand même. Mais l'être humain a besoin de comprendre un minimum et un peu plus en finesse pour dire aux algorithmes ce qu'il veut qu'ils fassent. Et donc, très connu, vous allez utiliser la transformée de Fourier, qui est une formule mathématique, transformée de Fourier, de Monsieur Fourier, et pour obtenir, donc, pardon, ici j'ai dit moins 1, 1, et ça c'est le temps, en secondes par exemple. Donc là, ça c'est une représentation du spectrogramme temps-fréquence. Ça c'est signal brut temps amplitude, on va dire. Donc ici, ça sera toujours le temps, par exemple, en secondes. Sauf que là, vous aurez entre 0 et 20 050 Hz ou 24 000 Hz. Si votre dispositif a enregistré à 48 000 Hz, d'après le théorème de Niskut-Shannon, vous pourrez à peu près correctement avoir toutes les fréquences entre 0 et 24 000 Hz, vu que le théorème de Niskut-Shannon prévoit minimum 2 points, donc ce qui divise votre fréquence de 48 000 Hz en 2. Bon, si c'est assez accessoire, donc les sons les plus graves ici, les sons les plus aigus ici. Et donc, vous pouvez avoir des sons de mammifères, des brames du cerf ou des bruits de sangliers très bas, ou d'éléphants, admettons, des hennissements de chevaux, des rugissements de lions. Bon, là, je pars dans des espèces qui se fréquentent pas trop, hein, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez, on va dire, la bouscarle de Séti qui va faire un... Je ne vais pas rentrer dans la distinction espèce qui crie, espèce qui compose les cris et les chants. Voilà, ça ressemble à ça. Vous allez avoir plein d'orthopodes qui font des trucs comme ça, des Dirac. Éventuellement, vous pourrez avoir de nuit des chiroptères. Bon, c'est un concentré. Hein. Et puis, vous voyez, si je pars sur l'idée que c'est en milieu marin, je pourrais dire que ça, c'est des mugissements de baleines pas loin du canal des Pangalan à Madagascar. Ça, je pourrais dire que c'est des clics de cachalot ou d'un autre odontocète. Ça, je pourrais dire que c'est des dauphins.
Voilà. Le problème, c'est qu'en réalité, mon dessin est faux parce qu'en fait, c'est une matrice. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a plein de colonnes, plein de lignes qui ne sont pas représentées là. Et vous avez une valeur entre 0, et si vous avez normalisé, enfin, qu'importe la technique de normalisation, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais en fait, vous avez plein de valeurs entre 0 et 1. Mais vous n'avez pas des 0 et des 1, justement. Donc vous avez 0,2, 0,3, 0,1, et c'est en fait le contraste entre les valeurs qui fait remonter ces motifs, en fait. Là, pour vous représenter là, en fait, j'ai fait, ici, quand j'ai dessiné, j'ai fait un filtre parfait, quasiment parfait. Et là, j'ai mis des 1 que sur les signaux qui m'intéressent, et j'ai mis 0 là où ça ne m'intéresse pas. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, évidemment. Ça fait partie de la difficulté. En fait, quand vous déterminerez des seuils, vous perdrez une partie des signaux qui vous intéresseront, mais si vous changez la valeur du seuil pour récupérer les signaux qui vous intéressent, ben vous récupérez des parasites. Alors, je vous invite à aller voir dans la description sous la vidéo une vidéo parallèle, mais allez le faire après, la notion de ratio signal sur bruit. Vous irez la voir après, c'est pas indispensable. Outre le fait que j'ai beaucoup facilité la chose en vous dessinant des schémas que je connais, mais quand vous aurez des enregistrements, c'est pas ça que vous aurez, puisque vous aurez un trim de quelqu'un qui joue avec son moteur à 2 km, ça va vous faire ça. Vous aurez, je sais pas, un jet ski qui fait ça. Vous aurez une tronçonneuse qui fait ça, si vous êtes en milieu aérien. Vous aurez, en fait, les orthoptères, je sais pas si vous vous souvenez du bruit que ça fait, par exemple, les cigales, ou la nuit, les belles nuits éclairées, pareil, les arthropodes. Vous aurez ça, en fait. Hein. Voilà. Donc on voit tout de suite beaucoup moins bien ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'il y a des scientifiques, par exemple Jérôme Sueur, qui contournent un peu le problème assez intelligemment en partant sur des index, en analysant de manière plus globale. C'est moins fin, mais on s'y retrouve sur les longues séries temporelles, et puis il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est vrai que nous, les humains, nous avons tendance à intuitivement vouloir aller chercher la petite espèce, mais écologiquement parlant, c'est pas forcément plus pertinent de travailler espèce, de chercher l'espèce. En fait, ce sont des habitudes que nous avons. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous disais, vous avez plein de valeurs entre 0 et 1. Et les valeurs les plus élevées, ben c'est ça, en fait, c'est ce que je vous disais, les petits signaux. Voilà. Et en dessous, vous avez des valeurs plus petites. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne vais pas aller trop loin. Mais alors, je reviens. Le but, là, c'est de parler de la soustraction spectrale. Vous voyez bien que là, on aimerait bien faire ressortir ce qui se passe, entre guillemets. Et alors, ça peut varier en fonction des parasites, mais le problème, c'est que les parasites, ils ont une très très grande diversité, des très très grandes intensités différentes, des variations d'intensité. Et alors, la soustraction spectrale, ça consiste à se dire, bon, le problème, c'est que chaque fois que je définis un seuil, quand je prends un autre enregistrement à un autre endroit, ou même au même endroit, mais un autre jour, j'ai pas du tout le même capharnaüm, et du coup, mon seuil est trop restrictif, et du coup, je vois plus rien. Parce que vous avez des enregistrements, il se passe quasiment rien, sauf un petit passage de passereau. Voilà. Et du coup, pour, on va dire, normaliser d'une certaine manière, une manière de coder quelque chose qui tienne compte de la situation spécifique de chaque enregistrement, c'est la soustraction spectrale, puisque la soustraction spectrale, ça va consister à calculer une espèce de moyenne du spectre. Vous voyez, là, j'ai ces deux. Là, j'ai un bruit continu. On va dire que c'est les bruits de fond, indistincts, ou plein de petits orthoptères, le bruit du vent, tout ça. Et là, ce qui vous intéresse, ce qui attire votre attention, c'est ces deux tâches. Vous voulez les faire ressortir. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez calculer fenêtre par fenêtre de temps, même si elles se superposent, ou alors ligne par ligne. Vous pouvez calculer une intensité de l'énergie ou une amplitude de l'énergie, fréquence par fréquence, puisque là, oui, je ne l'ai pas mis, c'est fréquence en Hertz. 0, et on a dit 24 000. Du coup, la soustraction spectrale, ça consiste à se dire, à chaque instant donné,
Je sais que en moyenne, alors la moyenne, il y a la moyenne, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs propositions d'interprétation de la moyenne, notamment la moyenne arithmétique, mais il y a les moyennes pondérées, il y a les moyennes harmoniques. Vous considérez la moyenne qui vous arrange. Bon, à ma connaissance, la plus répandue, c'est la moyenne arithmétique. Vous allez calculer donc la quantité d'énergie qu'il y a pour chaque colonne. Voilà. Vous allez calculer à chaque ligne combien, et vous allez diviser par le nombre de colonnes pour faire une moyenne arithmétique. Et du coup, ça vous donne l'énergie moyenne dans chaque canal de fréquence, si vous voulez. Donc ça va un petit peu donner la situation normale. Entre guillemets, en fait c'est faux, mais on va dire c'est inintéressant. Et une fois que vous avez calculé cette moyenne, vous la soustrayez. Du coup, cet enregistrement, si vous lui soustrayez la moyenne, tout ce qui est continu va disparaître. Donc je vais avoir plus que ça. En théorie, hein, je vous la fais très vite. Hein. C'est pas infaillible non plus. Hein. Rien en recherche n'est infaillible. Hein. À ma connaissance, en tout cas. Le problème, c'est que là, je vous ai donné un exemple avec un bruit de fond qui nous intéresse effectivement pas. Mais prenons un autre exemple. Donc, j'ai les deux bruits qui m'intéressent. Et imaginons que j'ai une espèce qui m'intéresse, mais qui fait ça en continu. Et toujours... qui fait des bruits en continu. Ou quasiment. Parce qu'exceptionnellement, c'est une espèce qui nous intéresse beaucoup, mais elle n'est pas souvent présente. Mais une fois qu'elle est présente, elle est présente beaucoup, comme la plupart des colonies d'oiseaux pélagiques, par exemple. Les pétrels, les puffins, par exemple, ou les manchots. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, le bruit de fond, là, je m'en fiche. Mais en général, ce dont vous vous fichez, c'est un sujet d'étude pour un autre chercheur. Et donc là, je vous ai dit, il y a une espèce intéressante, mais elle est en continu. Et puis, il y a des orthoptères aussi. Puis bon, ça va être des trucs qui vont bien vous pourrir le spectrogramme. Eh ben, c'est pas mal pour supprimer les orthoptères. Mais est-ce qu'on veut supprimer les orthoptères? J'en suis pas sûr, pas forcément. Mais en tout cas, la soustraction spectrale, c'est intéressant parce que là, on a vraiment une répétition d'un motif. Donc, quand il va calculer la moyenne, effectivement, il va dégager. Donc, ça va donner la soustraction spectrale. Ça va plutôt bien dégager l'orthoptère, là. Ça va faire ressortir ça. Mais ça va dégager aussi. Or, ça pourrait être une espèce d'oiseau, un hibou petit duc, vous voyez, toutes les secondes, comme une montre suisse, ou un alite accoucheur aussi, un poil plus aigu, c'est très régulier, et eux, ça va dégager aussi. C'est très régulier, donc dans la moyenne arithmétique, ça va se voir. Il n'y a que les événements vraiment qui ne sont pas beaucoup présents dans l'enregistrement. Par exemple, ça, ces deux sons là, c'est eux qui vont se détacher. Et du coup, vous perdez une partie du signal. Vous voyez que la soustraction spectrale a des avantages et des inconvénients. Et j'espère avoir réussi à vous montrer un exemple simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais malheureusement, je ne répondrai probablement que dans quelques années. Mon mail se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube depuis un ordinateur. Je ne vous promets rien. En fait, je suis déjà sous l'eau et j'ai bien d'autres responsabilités. Par contre, je vous invite à aller voir, là vous n'avez pas besoin de moi, ma vidéo sur le SNR. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le ratio signal sur bruit, le SNR en anglais, dans les articles scientifiques, la soustraction spectrale est une manière d'augmenter le SNR, mais pour les signaux qui sont plus inhabituels que les autres. Ça va au contraire diminuer le SNR des signaux qui sont trop continus, trop réguliers. Si vous avez apprécié cet exemple de bioacoustique, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers l'épisode sur le ratio signal sur bruit, très complémentaire de celui dont je viens de vous parler. Et si vous voulez aller encore plus loin, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai des épisodes plus poussés dans lesquels je parle plus en détail, de manière plus poussée, des problématiques, des méthodes à mettre en place pour aller plus loin dans le codage de vos algorithmes si vous voulez faire de la reconnaissance automatique de sons d'animaux.